Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors aujourd'hui c'est une étape importante de la fabrication de mon établi car on attaque enfin la pièce maîtresse, le plateau. C'est un sacré morceau. Si vous prenez le train en marche, depuis quelques temps, je construis cet établi pour mon atelier. C'est un modèle que j'ai conçu sur mesure en fonction de mes besoins, de mes envies et de mes goûts. Donc bien sûr, il est unique et c'est le modèle parfait pour moi. Mais cet établi, c'est également un support pour mon auto-apprentissage de la menuiserie. C'est le cobaye idéal pour expérimenter plein de techniques de menuiserie. Grâce à ce projet, je me suis déjà fait la main sur beaucoup de méthodes et je partage mes expériences avec vous au fur et à mesure pour que vous puissiez en profiter vous aussi. À chaque fin de vidéo, je fais le bilan de ce que j'ai appris, les succès comme les échecs. J'ai déjà beaucoup appris. Cette vidéo est actuellement la 17e de la série. La playlist est là pour les nouveaux, donc allez la voir et n'hésitez pas à vous abonner si ce projet vous intéresse. Si vous êtes déjà abonné et à jour en termes de visualisation, n'hésitez pas à liker cette vidéo et quand ça sera fait, on pourra enfin s'attaquer à la fabrication du plateau. Le plateau, il va ressembler à ça. Il fait à peu près 2,50 m de long, 8 cm de hauteur, 80 cm de large. Voilà, donc il est constitué à l'avant et à l'arrière de lignes de bois, un petit peu comme des chevrons, qui sont collés les uns aux autres pour faire un bloc massif de 30 cm par 8 et par 2,50 m, de chaque côté et au milieu des fourre-y-tout qui permettront de ranger les outils. Ce gros tas de bois, il va me servir à fabriquer les 12 lignes du plateau. Ce bois, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu dans l'épisode 2, c'est celui avec lequel je me suis battu. Si vous ne vous souvenez pas ou si vous ne l'avez pas vu, allez voir le lien ici. Ce bois, donc je l'ai corroyé, c'est-à-dire que je l'ai dégauchi puis je l'ai raboté, et il est presque aux bonnes dimensions. Presque aux bonnes dimensions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 8 cm de hauteur, on les aura. La longueur de 2,50 m, si je me débrouille bien avec l'aboutage, on va y arriver. Par contre, les 5 cm d'épaisseur, on ne les a pas forcément. Voir l'épisode 2, il est important cet épisode. Voilà, donc il va falloir que je trouve une solution pour avoir 2 fois 6 lignes de 30 cm. Pour l'instant, on ne les a pas. J'ai peut-être une idée, je ne vais pas tricher sur les dimensions, je n'ai pas assez de bois pour pouvoir rajouter une ligne, mais on verra. En attendant, on va traiter la problématique de l'aboutage. Il devrait être le plus parfait possible pour être le plus discret possible. Et je vais vous montrer comment je compte procéder. Les 2 pièces de bois devront être coupées idéalement à 90 degrés. Ce n'est pas forcément le cas si notre scie n'est pas bien réglée. Et donc on peut avoir, en exagérant, 89 degrés et 91 degrés ici. Donc c'est pas très grave si notre scie n'est pas réglée. On peut faire autrement. Si on utilise une scie réglée à peu près, disons, et qu'on a un petit angle, c'est pas grave si on reporte exactement le même angle sur l'autre pièce. La mauvaise idée, c'est d'utiliser la scie à onglet avec un guide d'onglet qui serait mal réglé. Par exemple, si je coupe la première pièce ici, pour avoir une pièce bien aboutée à la première, il va falloir que je coupe la deuxième comme ça. Et ça, le guide d'onglet ne le permet pas. Par contre, cette scie-là, elle est parfaitement adaptée. Je peux très bien mettre ma première pièce de ce côté, avec un angle approximatif de 90 degrés ici, et ma deuxième pièce de ce côté-là, avec toujours l'angle approximatif, mais la somme des deux angles ici et là fait 180, et donc mes pièces seront parfaitement bien aboutées. Donc c'est la solution que je vais utiliser. Alors évidemment, avant de couper mon bois, j'ai pris soin de choisir dans quel sens je vais l'orienter. Celui-ci, par exemple, cas d'école, il y a un nœud visible sur cette face-ci et cette face-là, donc cette face-là sera forcément dessous, et cette ligne étant la première, celle qui va être apparente, cette face-ci va être plaquée contre la ligne 2, et la face apparente, ça sera celle-là. C'est important de le faire avant la découpe, parce que si j'ai le même défaut sur l'autre côté de la ligne, et que je ne la mets pas dans la même orientation au moment où je la coupe, si on n'a pas exactement 90 degrés ici, ça ne va pas coller, ça ne va pas être droit. J'ai tâché aussi de mettre mon bois le plus horizontal possible, en le calant à la même hauteur ici et là, et je vais bien le plaquer contre le guide derrière. Alors, vu la longueur du bois, voilà, il faut faire attention. Et je coupe. Et je branche et je coupe. Bon, là, ça marche pas parce que mon bois, il est trop haut. Donc, il va falloir que je le coupe comme ça. Donc là, j'ai mis la face de dessous ici. Il va falloir que je fasse la même chose avec l'autre bois, avec la face orientée pareil. Voilà, la lame étant exactement dans le même angle pour ce morceau de bois que pour celui qui était à droite, l'aboutage, normalement, il devrait être parfait.
Pour l'assemblage du plateau, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour faire le meilleur résultat possible. Donc ça consiste en quoi? Déjà, je suis parti sur la combinée, parce que ces tables sont en fonte rectifiée et elles sont parfaitement planes. Ça va me faciliter le montage. Ensuite, donc évidemment, j'ai protégé le plan de travail, entre guillemets, et j'ai mis dessus du papier sulfurisé pour éviter que la colle ne colle au papier. Ensuite, le plateau, je vais l'assembler à plat joint. Ça veut dire que je vais en coller les faces et les plaquer, tout simplement. C'est largement suffisant, mais je vais en plus de ça ajouter des lamellos pour pouvoir me faciliter le montage et éviter qu'au serrage, les éléments du plateau ne se décalent un petit peu. Voilà, c'est pas indispensable, mais c'est une petite sécurité, un petit confort supplémentaire. Ensuite, le plateau, je ne vais pas l'assembler d'un seul coup. Je vais le faire petit à petit. Donc là, on a les lignes 6, 5 et 4. Uniquement l'extrémité gauche, je crois. Et je vais assembler ces trois morceaux-là. Et quand la colle sera sèche, j'assemblerai ensuite les morceaux qui vont prolonger la ligne ici. Ça me permettra facilement donc d'être abouté et en même temps aligné, puisque là, j'aurai un repère, puisque ce morceau-là est plus long. Voilà, donc je vais commencer par mettre les lamellos en place. Je vais prendre comme référence le dessus de l'établi. Et ensuite, je vais faire le collage tout simplement. Bon, ben voilà, à demain. Voilà, les demi-plateaux ont bien avancé. On a 1, 2, 3, 4, 5 lignes de collées ensemble, et non pas 6. C'est voulu, j'y reviens dans un moment. Alors vous inquiétez pas, là on est sous le plateau. C'est pour ça qu'on voit des défauts, c'est pour ça qu'on voit des différences d'épaisseur entre les lignes, mais ça n'a pas d'importance. Le dessus est tout à fait plan et sans défaut visuel. Pourquoi j'ai collé 5 lignes et pas 6? Parce qu'en fait, sur cette ligne-ci, je vais usiner des trous carrés pour pouvoir mettre en place des butées d'établi. Et ça sera beaucoup plus simple d'usiner ces trous carrés en utilisant la défonceuse ici, et ensuite en collant la 6e ligne, plutôt qu'en collant les 6 lignes d'un coup, et en essayant de faire des trous carrés en passant par le dessus ou par le dessous. Voilà, c'est pour ça. Donc pour ça, je vais aller d'abord découper bien d'équerre là-bas l'extrémité du demi-plateau. Et pour ça, quand on travaille seul, il faut une bonne organisation et un petit peu de logistique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi un niveau d'abord ici? J'ai pris le niveau de la machine, parce que la machine n'est pas forcément horizontale par rapport au sol, et j'ai repris le niveau sur la pièce de bois pour m'assurer que j'étais sur le même plan que la machine. Pourquoi? Tout simplement pour faire ici une coupe d'équerre. Vu le poids qu'il y a ici, la pièce de bois, là, elle doit faire 40-50 kg. C'est facile de flamber comme ça. Et donc de ne plus avoir 90 degrés. Première chose. Deuxième chose, j'ai évidemment fixé la pièce de bois sur le chariot et sur la règle d'onglet qui se trouve derrière pour être bien plaqué et être sûr que mes cotes et mes angles seront bons. De ce côté-là, j'ai monté une servante qui va me permettre de faire coulisser sans problème et sans effort cette lourde pièce de bois. Et du côté de la lame, j'ai supprimé le capot de protection et le couteau diviseur. Le couteau diviseur étant plus haut que la lame ne va pas couper complètement, elle est trop courte. Le bois est plus haut que le haut de la lame. Et j'ai enlevé le capot de protection tout simplement parce qu'il est fixé sur le couteau diviseur. Donc c'est parti, je vais enlever ça. J'enlève la sécurité, je m'équipe et je découpe.
Voilà, donc j'ai retourné la pièce. Ici, c'est le dessus et vous voyez qu'il est bien plan. Dessous, on n'est pas du tout parallèle à là. Vous l'avez vu, c'est bourré de défauts et les hauteurs ne sont pas constantes. Donc, pas question d'utiliser cette lame pour pouvoir recouper le bas ici. Donc, je vais le faire à la main. Voilà. Bon, c'est là où un rabot me serait vachement utile pour finir cette coupe propre. Mais malheureusement, j'en ai pas. Je vais m'arranger autrement. Je vais voir plus tard comment je vais arranger le bas de cette coupe. Pourquoi j'ai fait cette coupe? Eh bien, pour pouvoir avoir une référence ici, pour pouvoir tracer l'emplacement de mes butées d'établi. Ces butées d'établi, elles ont des positions qui ne sont pas par hasard. Déjà, il y en a certaines qui sont plus rapprochées de ce côté. Pourquoi? Parce que j'aurai une presse ici, et ces butées d'établi vont servir à caler une pièce entre ce point fixe, par exemple, et un point sur la presse qui sera mobile. Voilà, donc ça permettra de bloquer la pièce pour pouvoir, par exemple, la raboter quand j'aurai un rabot. Les premières butées d'établi seront seront espacées de 125 mm. Pourquoi? Pour que ça permet de ne pas trop ouvrir la presse pour pouvoir caler des pièces de longueur commune, pas trop grandes. Voilà. Et ensuite, les butées suivantes, elles sont espacées de 250 mm, elles sont 2 fois plus grands. Pourquoi? Pour ne pas avoir à construire 20 trous, ça ne sert à rien, c'est moins pratique. Et pour les pièces les plus grandes, déjà, ça servira moins souvent. Et en plus de ça, je le ferai qu'une fois. Donc, je pourrais facilement espacer de 20 cm ma presse, par exemple, pour pouvoir presser une pièce. Voilà, donc le problème, c'est que j'ai prévu évidemment que les butées d'établi ne tombent pas en face des pieds, j'ai prévu des espacements réguliers pour que ce soit harmonieux, j'allais dire esthétiquement, mais il y a quand même un problème, le plateau tel que je l'ai conçu, il y a quelques années, il allait très bien, mais maintenant il est trop grand. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'ai changé de voiture, et que je vous rappelle qu'ici on est dans un garage, et que quand l'établi sera en place, si je le mets tel que je l'ai prévu, et je le mettrai tel que je l'ai prévu, je ne pourrai plus rentrer ma voiture parce qu'elle est plus longue que celle que j'avais quand j'ai conçu les plans au départ. J'avais pris en compte les dimensions du garage pour ça, pour faire le plateau le plus grand possible. Le problème, c'est que du coup, je vais devoir raccourcir ce plateau et il va falloir que je calcule la répartition des butées d'établi, enfin des trous des butées d'établi, de manière, encore une fois, à ne pas tomber sur les pieds et avoir quelque chose d'harmonieux. Donc j'ai pas envie de me casser la tête. Et ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir le plateau de 125 mm. J'ai calculé, c'est suffisant pour que la voiture rentre. Et c'est l'espace entre deux des butées d'établi les plus rapprochées. Donc, finalement, je vais supprimer la première butée d'établi, raccourcir le plateau de 125 mm, et je vais retrouver mes petits. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc maintenant, je vais prendre en compte ce détail pour pouvoir tracer les trous des butées d'établi. Allez, c'est parti. Et une fois qu'on a pris les mesures sur un demi-plateau, il suffit de relier le deuxième plateau, de le placer en face et de s'assurer de la symétrie en reproduisant le traçage. Rappelez-vous, je manque de matière pour faire ces demi-plateaux. Là, tout de suite, ils ne sont pas terminés. Il y a 5 lignes sur 6. La 6e ligne, je l'ai en partie dans les mains et va venir se mettre en place ici, une fois que j'aurai fait les trous pour les taquets d'établi sur la 2e ligne. Voilà. Donc le problème, c'est que ces lignes-là devraient faire 50 mm chacune. Elles ne le font pas toutes. Certaines font un peu plus, certaines font un peu moins. Celle-ci, par exemple, elle fait 45 mm. Et donc, sur cette ligne-là, j'ai mesuré, en rajoutant la 6e ligne, j'ai 28 cm à peu près. Et sur celle-ci, un peu plus de 29. On est loin des 30 cm, pardon. Donc, je vous ai dit que j'avais pensé une solution. La solution à laquelle je pense, c'est celle-là. Je vais rajouter une 7e ligne avec ce bois. Vous voyez bien que c'est pas du hêtre, hein, c'est du bois sombre, c'est du noyer. Ce bois, je l'avais acheté il y a assez longtemps, en sachant pertinemment que j'allais en faire quelque chose de sympa. Mais je voulais vraiment une belle occasion, parce que c'est un bois qui n'est pas donné. Et donc, cette 7e ligne, ce noyer-là,
je vais l'installer autour du fourzitou, c'est-à-dire au centre. Voilà, donc ça va faire 2 lignes, plutôt centrées au milieu. Et donc, ça va faire 2 lignes d'à peu près 25 mm. Voilà. Donc, je vais d'abord découper mon bois, le raboter si nécessaire, enfin préparer tout ça pour voir quelle épaisseur je vais en tirer. Une fois que j'aurai dégauchi et raboté cette pièce de noyer, je saurai exactement quelle épaisseur je vais avoir sur ces pièces-là, ce qui va me permettre de déterminer la largeur des demi-plateaux qu'il me faudra pour obtenir un plateau total de 30 cm. C'est pour ça que je fais les choses dans un ordre un petit peu particulier, parce que les plateaux, il va falloir que je les recoupe dans la longueur en utilisant un guide parallèle, et je vais m'appuyer donc sur une surface bien lisse, la ligne numéro 2. C'est pour ça que je n'ai pas encore fait les trous pour les taquets d'établi. Allez, je m'occupe de ce bois, et ensuite je reviens sur les taquets d'établi. Voilà en gros comment va être constitué un demi-plateau d'établi. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a d'abord les 5 lignes que j'ai déjà assemblées, plus la 6e ligne ici, et le supplément noyer que je viens de corroyer. Donc tout ça, au total, ça doit faire 30 cm. Je les dépasse largement. Si je ne prends que le hêtre, j'ai à peine 29 cm. Et j'ai en plus 2,5 cm de noyer. Donc ça c'est la bonne nouvelle, maintenant j'ai trop de bois. Il va falloir que j'en supprime. Je ne vais pas le faire n'importe où ni n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'en fait ici on est, alors il faut s'imaginer qu'ici on est au centre de l'établi, il y a une symétrie, il y aura la même chose de l'autre côté là-bas. Et ici on est sur le bord. Et le bord je ne vais pas y toucher. Pourquoi? Parce que j'ai mes taquets d'établi qui vont être usinés ici et je veux garder cette cote de 45 mm je crois. Il me semble. Ouais, 45 mm, donc vous voyez, les lignes devaient faire 50, celle-ci fait 45. Donc je ne vais pas toucher au bois de ce côté-ci, je vais supprimer de la matière là-bas. Donc je vais utiliser le guide parallèle pour ça, et donc je vais m'appuyer ici pour supprimer la matière là-bas. C'est pour ça que je n'ai pas usiné encore mes taquets d'établi, ça me permet d'avoir cette surface lisse pour pouvoir plus facilement du coup scier mon bois. La planche de noyer plus la première ligne, ça fait exactement 7 cm. Donc j'ai réglé ma règle pour pouvoir avoir le plateau ici qui fasse 23 cm. 23 plus 7, on aura bien 30 cm. Dans cette configuration de coupe, déjà j'ai placé le plateau à l'envers, puisque le dessus du plateau est plan et pas le dessous. Donc j'aurai une surface plate sur la surface de référence ici. Ensuite, le guide parallèle, j'ai reculé par rapport à d'habitude. Pourquoi? Parce que j'ai dû retirer le couteau diviseur et je voudrais éviter que le bois ne se coince entre le guide parallèle et la lame. J'ai pas eu le choix de supprimer ce couteau diviseur parce que la lame est plus basse que mon bois. Et troisième chose, la lame justement, j'ai passé une lame à déligner, donc une lame qui a moins de dents, ce qui va permettre d'éliminer plus de copeaux, et ça va être indispensable dans le sens où déjà on coupe dans le sens des fibres, et en plus la lame, comme je le disais, ne dépasse pas au-dessus, donc le copeau va être éliminé que par le bas.
Bon, vous m'avez vu déligner le bois, ensuite j'ai cassé l'excédent, il restait un petit bout sur le dessus parce que ma lame est trop courte, plus courte que l'épaisseur du plateau. Donc ensuite j'ai utilisé une fraise à affleurer sur la défonceuse, donc c'est une fraise équipée d'un roulement à billes qui vient s'appuyer sur cette face ici et qui enlève la matière en trop. Et ensuite, parce que j'ai utilisé une lame à déligner, la finition ici n'était pas terrible, donc j'ai préféré avant le collage passer un petit coup de ponceuse. Je vais maintenant pouvoir coller mon noyer en place et franchement j'aime déjà bien le résultat, moi je trouve ça sympa. Bon, comme d'habitude je vais mettre des lamellos, c'est bien pratique. C'est efficace, ça marche très bien. Alors j'en mets un tous les 30 cm. Je sais pas si c'est pas trop, peu importe. Bon, on va s'en arrêter là pour cette fois parce que cette vidéo est déjà longue et que l'étape suivante sera la réalisation des emplacements des greppes. Je voudrais en parler en détail, donc ça sera le sujet de la prochaine vidéo et on va directement passer au bilan de cette première partie. Commençons par l'assemblage des demi-plateaux. Initialement, j'avais prévu de faire le plateau à partir de lignes de bois de 2,40 m, un peu comme des chevrons collés les uns aux autres. J'ai dû revoir mes plans quand j'ai préparé ce bois, il y a 2 ans de ça. Le bois a travaillé et j'ai dû tronçonner chaque morceau en 2 ou 3 en fonction des déformations du bois pour préserver le volume. Donc des pièces de 2,40 m, je suis passé à des tronçons de pièces de différentes longueurs allant de 1,30 m à 40 cm. Ça m'a contraint à prendre en compte 2 paramètres supplémentaires pour réussir l'assemblage des demi-plateaux. Il y a d'abord l'aboutage des tronçons de ligne, donc j'ai détaillé comment réussir la découpe, mais je me suis rendu compte en montant cette vidéo que je n'ai pas expliqué comment je les ai collés. Donc je vais y revenir. Le deuxième paramètre, c'est comment répartir ces tronçons de ligne pour reconstituer les demi-plateaux de manière à ce qu'ils soient les plus robustes possibles et que ce soit joli aussi. Donc j'ai dû faire l'inventaire de mes lignes reconstituées, puis les disposer de manière à éloigner le plus possible les raccords d'aboutage les uns des autres. Je pense que je ne suis pas clair, alors je m'explique. Pour faire 12 lignes de 2,40 m, j'avais une seule ligne de 2,40 m, j'avais aussi 3 lignes de 2 x 1,20 m, 3 lignes de 3 x 80 cm, 3 lignes de 1,60 m et 80 cm, et une ligne en 1,30 m et 1,10 m, et une ligne bien sale de 2 x 80 cm et 2 x 40 cm. J'ai évité par exemple de coller les lignes avec les raccords aux mêmes endroits. Ça serait idiot par exemple de mettre côte à côte les 3 lignes constituées de tronçons de 80 cm. Ça serait pas très solide à l'endroit des raccords, ça ferait un point de faiblesse. J'ai donc alterné les tronçons exactement comme on monte un mur de parpaing, en quinconce. Donc les extrémités des parpaings ne se rejoignent jamais d'une ligne à l'autre du mur et ça fait un mur solide. J'ai réparti au mieux les lignes des demi-plateaux sur ce principe-là pour rendre l'ensemble donc plus solide. Passons au collage. J'ai dû procéder par étapes. Ici, par exemple, j'ai collé une pièce de 1,20 m entre 2 pièces de 80 cm, puis une fois sec, j'ai collé une pièce de 80 cm supplémentaire en m'appuyant sur la pièce de 1,20 m qui dépasse. Le lendemain, quand l'ensemble est sec, j'ajoute une seconde pièce d'1,20 m à la première, j'obtiens ma première ligne complète, et en même temps, j'ajoute une autre pièce de 1,20 m pour élargir le demi-plateau. Ainsi de suite, petit à petit, collage après collage, jour après jour, je reconstitue mes demi-plateaux. Le collage des nouvelles pièces étant toujours en appui sur un ensemble bien solide, puisque la colle est sèche. Le serrage est assuré par des serre-joints classiquement sur la largeur du plateau, mais pour assurer le serrage des tronçons de ligne entre eux, sur la longueur du plateau, j'ai tout simplement utilisé des sangles comme celle-ci. Et pour le coup, les lamellos étaient indispensables pour garantir le bon alignement des pièces de bois. Cette histoire de bois qui travaille m'a bien compliqué la tâche finalement. Initialement, le plateau devait être vite fait. Je pensais coller les 6 lignes d'un coup et c'était l'affaire d'une soirée, peut-être 2 puisqu'il y a 2 demi-plateaux. Mais finalement, l'assemblage a été bien plus complexe et ça a pris des jours puisque j'ai dû coller les éléments petit à petit. Mais je suis finalement très content de cet écueil pour 2 raisons. 1, je craignais d'avoir un plateau qui ressemble à un plan de travail en pièces de bois lamellées collées. Autant dans une cuisine ça passe et encore, autant sur mon établi, je voulais surtout pas ça. Heureusement, l'aboutage des pièces est presque invisible parce qu'il est bien fait et que les pièces aboutées sont issues du même bois, coupé puis recollé. Et 2, le fait d'avoir dû ajouter du bois pour combler le manque de matière m'a permis d'ajouter ces 2 lignes de noyer et c'est vraiment magnifique et c'est vraiment top parce que je vais voir ça tous les jours quand je vais rentrer dans ce garage. Parlons maintenant de l'organisation. Je suis arrivé à un point de la construction où l'improvisation n'est plus possible. J'arrive aux limites de la combinée. Les pièces de bois manipulées sont plus hautes que la capacité de coupe de la combinée. Elles sont aussi très lourdes, donc je dois composer avec tout ça pour organiser le travail, les méthodes
et aussi de matériel pour continuer à travailler en sécurité. D'autant que ça ne va pas s'arranger. Aujourd'hui, je manipule les 5/6 d'un demi-plateau. Demain, il faudra que je travaille sur le plateau entier qui devrait faire dans les 100 kg, je pense. Bon, ok, j'ai raccourci un petit peu, mais ça ne va pas changer grand-chose. Voilà, le chantier est encore bien avancé. Une fois de plus, je suis vraiment content du résultat. La prochaine étape, ça sera donc la fabrication des trous de grèbe d'établi. Alors oui, ce sont que des trous, mais je vous promets que ça sera quand même très intéressant. Ceux qui me suivent le savent, je tiens mes promesses. Donc pensez à vous abonner et surtout à activer les notifications pour ne pas rater ça. Ça sera dans 15 jours, ce qui vous laisse le temps de vous mettre à jour si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos. Je lis et je réponds aussi à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à en poster, ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos retours. C'est le seul moyen en plus pour moi d'avoir des retours sur ce que je vous apporte, donc n'hésitez pas. Certains m'ont demandé comment soutenir la chaîne. Alors vous pouvez le faire en partageant cette vidéo sur vos réseaux sociaux et vous pouvez aussi me payer un café en cliquant sur le bouton merci sous la vidéo. Ça aidera cette chaîne à grandir et ça me permettra de vous proposer du contenu toujours plus intéressant. Donc merci pour votre attention. Je vous laisse avec un petit choix de vidéos ici, là, autour de moi si vous en voulez encore. Sinon, filez à l'atelier, créez, faites-vous plaisir. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Allez, à bientôt!